Alors, on est donc sur mon navigateur internet, hein, donc ça fonctionne. L'avantage avec Windows, avec, avec Macintosh, vous allez sur n'importe quel navigateur, Chrome, Mozilla Firefox, ils fonctionnent absolument tous. Annaweb.com, vous voyez que je suis sur mon interface à moi sur laquelle j'ai déjà créé plusieurs vignettes clients. Vous pouvez créer autant de vignettes clients que vous voulez. Vous voyez que j'ai un client IPP, une entreprise, un porteur de projet, un super entrepreneur. On va cliquer sur mon client Super Entrepreneur pour lequel vous allez voir, j'ai déjà créé des dossiers, des plans financiers, café du spectacle, nettoyage à sec. Ce qu'on va faire dans ce cadre-ci pour mon client Monsieur Starter, on va créer un nouveau plan financier pour commencer d'une feuille blanche. Alors, le logiciel propose directement une fiche signalétique. On va travailler dans ce cas-ci le dossier ABC. On va choisir la forme juridique, société, IPP ou ASOS. Ici, on va faire la constitution d'une SRL. Donc, je suis sur une entreprise non pas existante, mais en constitution, assujettie à la TVA. Et on va toujours avoir le paramétrage des dates, hein, donc ça ne change pas. On va commencer par simplicité en janvier 2021 pour avoir un premier exercice de 12 mois. Et donc, je peux avoir un premier exercice de 1 à 24 mois, donc un exercice court, un exercice long s'il le faut. Et je peux créer des exercices décalés s'il le faut également. Et je vais pouvoir choisir le nombre d'exercices étudiés. Ici, on va faire un plan financier sur 3 ans. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 20 années, 20 exercices si jamais vous devez faire des études sur du plus long terme. Ça va? Alors, je me retrouve ici avec un ruban bleu foncé, encodage, fiscalité, résultats. Encodage, on va retrouver dans la colonne bleu ciel tous les écrans d'encodage, les données d'exploitation, revenus, approvisionnement, frais généraux, rémunération, et juste en dessous les données bilantaires, investissement, créances et dettes, financement et apport. Parallèlement à ces écrans d'encodage, on va avoir les écrans de résultats. Là, je vais retrouver mes bilans, mon compte de résultats et ma trésorerie, pardon. Je vous par exemple ma trésorerie. Souvenez-vous, pour ceux qui utilisent la version Anna 7, nous avions la possibilité, et c'était quand même un gros plus, de pouvoir ouvrir plusieurs écrans en même temps. Je pouvais encoder en haut de l'écran et voir les résultats en bas. C'est toujours le cas dans cette option-ci. Vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir plusieurs écrans, même si on est dans un navigateur Internet. Et pour ça, vous voyez qu'à côté de chaque écran, j'ai un petit carré avec une flèche qui sort. Si je clique sur le petit carré trésorerie, par exemple, vous allez voir qu'il va ouvrir la trésorerie dans un nouvel onglet Internet. Et donc, je peux imaginer, par exemple, regarder mes résultats dans un onglet et faire mes encodages dans un autre onglet. Et donc, je vais voir l'impact en direct d'un onglet à l'autre. Ici, je travaille que sur un écran pour vous faire la présentation. Mais imaginons que vous avez plusieurs écrans. Je peux mettre mes résultats, par exemple, sur l'écran de droite et faire mes encodages sur l'écran de gauche. Donc, c'est assez confortable pour les yeux à ce niveau. Alors, on démarre tout de suite un petit encodage. Je vais avoir ici la possibilité encoder mes revenus. On est d'abord dans les revenus, on va regarder les données d'exploitation. Toujours la même logique pour encoder un nouvel élément. Je clique en haut à droite sur le bouton bleu, dans ce cas-ci, nouveau revenu. Si des fois vous ne voyez pas ce que je montre, c'est peut-être parce que ma tête est devant. N'hésitez pas avec votre souris à me faire glisser pour voir ce dont je parle. Donc ici, je clique sur le bouton bleu, nouveau revenu, et je vais pouvoir du coup encoder l'écran de définition de l'élément, choisir la catégorie comptable de 70 à 76. Dans ce cadre-ci, on va prendre un chiffre d'affaires, un 70. Je peux préciser le code comptable, on va prendre un 700-100. Je peux préciser l'intitulé, par simplicité chiffre d'affaires A, préciser les dates. Je ne mets pas de date de fin si ça court tout le long des prévisions. Et on va lui dire par défaut qu'on vend pour 1 000 € à un taux de TVA de 21%, mais je peux évidemment changer le taux de TVA pour chaque élément. Et je vais préciser la fréquence à laquelle je vais vendre mon bien, mon service. Donc ici par défaut mensuel, mais je peux vendre de façon ponctuelle, quotidienne, hebdomadaire, jusqu'à annuelle. Donc ici par défaut, je vends une valeur de 1 000 € à une fréquence mensuelle. Je pourrais en rester là, ou je peux cliquer sur le bouton personnaliser. Et là, je vais avoir un tableau à double entrée, les mois de l'année et les différents exercices étudiés. On va avoir deux possibilités de précision. Première possibilité, c'est de faire des variations, exercice par exercice. Par exemple, dire qu'à l'exercice 2, j'évolue de 5% et à l'exercice 3, j'évolue de 50 unités. Et on voit les chiffres qui évoluent. Je vais pouvoir, si je veux aller encore plus loin, personnaliser la période de lancement ou personnaliser tous les exercices.
Et si je personnalise par exemple la période de lancement, il va débloquer le premier exercice pour pouvoir créer par exemple de la saisonnalité sur le premier exercice. Donc on va créer ça rapidement, on vend petit à petit, les ventes augmentent en fonction au fur et à mesure que l'année évolue, 5000, 5500, 6000, c'est les soldes, je pars en vacances au mois d'août, les gens n'ont plus de sous en septembre, ça redécolle tout doucement et c'est Noël en décembre. Alors, vous créez une saisonnalité la première année. Si vous voulez que vos variations de l'exercice 2 et de l'exercice 3 évoluent sur base de cette saisonnalité, vous allez pouvoir ici baser les variations sur la période de lancement. Si je coche baser les variations sur la période de lancement, vous allez voir que les valeurs vont être adaptées en fonction de la saisonnalité de la première année. Tout simplement. Ça va. J'enregistre mon élément qui va apparaître du coup sur mon histogramme et dans ma liste des revenus. On en crée vite un deuxième, le 700, on va aller plus vite 200, chiffre d'affaires B, on va vendre 750 € par mois, et si je le personnalise, on va simplement lui dire qu'on a une évolution de 10% chaque exercice. Alors, les différents éléments sont sur mon histogramme, je peux passer ma souris dessus pour voir le détail. Dans le tableau chiffré, si j'ai évidemment plusieurs lignes, je peux les trier par ordre croissant ou décroissant de code, par ordre alphabétique ou désalphabétique de libellé. La même chose pour les valeurs des différents exercices. Chaque élément peut être édité, dupliqué. On peut voir le récapitulatif de chaque élément dans la fenêtre pop-up et je peux le cacher du graphique s'il ne m'intéresse pas ou le supprimer tout simplement. Je peux cocher plusieurs éléments pour faire une même action sur les différents éléments cochés. Et en haut à droite, vous allez avoir la possibilité, de façon plus générale, d'écrire des commentaires texte pour, dans ce cadre-ci, les revenus. Et on pourra choisir si les commentaires doivent apparaître dans les impressions ou pas. Vous allez pouvoir cacher le graphique s'il ne vous intéresse pas. Et le petit point d'interrogation vous permettra d'ouvrir une page de tutoriel, vidéo et texte pour pouvoir être accompagné dans l'utilisation de l'écran sur lequel vous vous trouvez, tutoriel revenu dans ce cas-ci. Ça va? Alors, on a encodé quelques revenus, on regarde un peu les ventes, les charges. Si je vais dans les approvisionnements, on va rajouter tout ce qui est 60. Nouvel approvisionnement en haut à droite, je vais pouvoir rajouter de 600 à 605 mes charges approvisionnement. On va rajouter par exemple un 604 marchandises. Je peux toujours changer le code et l'intitulé s'il le faut. Préciser les dates et le taux de TVA. Ici, on va se concentrer sur le fait, est-ce que je travaille un approvisionnement variable, donc dépendant du chiffre d'affaires, ou est-ce que je travaille un approvisionnement fixe que je vais travailler de façon indépendante. Si je travaille un approvisionnement variable, il va m'inviter à relier la charge aux différents chiffres d'affaires que j'ai créés. Je vais par exemple relier ma charge, mon 604, à mon chiffre d'affaires A, qui était le plus important. Je vais préciser à quelle fréquence je vais chez le fournisseur, par défaut de façon mensuelle, et je vais travailler la part de charge variable, donc l'inverse de la marge brute. Si je fais une part de charge variable de 60%, ça veut dire que je fais une marge brute de 40%. Pour vendre 100, j'achète 60 et je fais une marge brute de 40. Ça va ? Je crée l'élément et on voit ici qu'il adapte évidemment les achats en fonction de mes ventes vu que c'est relié aux ventes du chiffre d'affaires. Si je regarde ma trésorerie, on va voir du coup une trésorerie avec des approvisionnements mensuels. Chaque mois, je vais chercher chez le fournisseur ce qu'il faut pour honorer les ventes du mois en question. Évidemment, ça, c'est parce que, et là je vais un peu jouer pour vous montrer les connexions, si je réouvre mon 604, je lui ai dit que j'allais chez mon fournisseur de façon mensuelle. Imaginons que je vais chez mon fournisseur de façon trimestrielle. Et là, évidemment, si j'actualise ma trésorerie, je vais avoir une trésorerie qui sera un peu plus en dents de scie, vu que tous les 3 mois, je vais chercher chez le fournisseur ce qu'il faut pour honorer les ventes des 3 mois qui arrivent. Et du coup, on voit que les premiers mois, c'est un peu plus compliqué. D'accord ? C'est également, si je reviens sur mon 604, via les charges variables, je vais me remettre au mensuel, que je vais travailler tout ce qui est stock. Donc c'est une donnée bilantaire qu'il faut des fois un peu, avec laquelle il faut un peu chipoter. Et c'est la seule donnée bilantaire pour laquelle on va travailler directement via les données d'exploitation. Donc ici, si je clique sur le bouton personnaliser de mon 604, on va retrouver la possibilité de mettre un stock initial et éventuellement de travailler des stocks minimum en cours de route.
Si je mets un stock initial par exemple de 5 000 €, avec la possibilité de l'encoder dans le bilan de départ, hein, qu'on verra tout à l'heure, donc ce fameux bilan de départ qui est obligatoire pour passer devant notaire, avec à l'actif tout ce dont j'ai besoin pour me lancer et au passif comment je vais le financer. Pour ceux qui utilisent Annasset, souvenez-vous, on avait l'option Start Date pour les immobiliser. Il fallait mettre des dates antérieures pour les créances et dettes. Il fallait un peu chipoter avec ces différents éléments. On a voulu homogénéiser le tout dans la version web, et donc pour chaque donnée bilantaire que vous voudrez mettre dans le bilan de départ, il suffira de cocher bilan de départ, vous le verrez tout à l'heure. Alors ici je mets un stock initial de 5 000 €. Comment va traiter le stock le logiciel? Si je vais voir dans mes bilans, vous allez voir que le stock initial de 5 000 € apparaît ici dans la colonne bilan de départ, et puis par défaut il disparaît. La même chose dans ma trésorerie. Comment est-ce qu'il va traiter ça? Par défaut, on va voir en fait qu'il va aller puiser dans le stock en janvier-février, et c'est quand le stock est vide au mois de mars qu'il commence à aller chez le fournisseur. D'accord? Tout ça pour vous vraiment appuyer sur le fait, si je retourne sur mon 604, que je vais pouvoir, en plus du stock initial, travailler des stocks minimum en cours de route. Si je lui dis par exemple que mon stock initial de 5 000 € doit rester constant en arrière-boutique au cours de mes prévisions, bah là, on va voir dans les bilans que le stock de 5 000 € va rester constant exercice après exercice. On voit ici 5 000 € qui restent constants chaque année. Et dans ma trésorerie, on va voir que je vais recommencer à aller chez le fournisseur dès le mois de janvier, parce que si je vais puiser dans le stock, bah, il ira chez le fournisseur pour adapter le stock et qu'il reste constant à 5 000 € dès le début. Donc vous voyez que tout est étroitement lié à ce niveau-là. Ça va? Alors ça c'est pour l'exemple d'une petite charge variable. Même combat pour les frais généraux. Si je vais dans mes frais généraux, là on va avoir la possibilité en haut à droite de rajouter un nouveau frais, et on va pouvoir rajouter les familles D61, D64, D65 et D66. Donc ça, petite nouveauté par rapport à la version Annasset, on a rassemblé tous les frais dans un seul écran. Comme vous l'avez bien vu, on a rassemblé tous les revenus dans un seul écran aussi, alors que dans Annasset on avait un bouton chiffre d'affaires et un bouton autres produits, et un bouton services et biens divers et un bouton autres charges. Ici, tout est regroupé sur deux écrans pour plus de simplicité. Alors, on va rajouter quelques charges, hein. Donc par exemple, on va rajouter un loyer, le classique, pas de TVA sur le loyer, et on va avoir un loyer de 650 € par mois. Je le crée directement sans le personnaliser, je le fais exprès. Je vais rajouter également une assurance, hop, assurance RC, qu'on payera tous les mois d'octobre de façon annuelle pour 1 200 €. Donc chaque mois d'octobre, de façon annuelle, je paierai 1 200 € et j'enlève la TVA également. Et je crée l'élément. Je vais rajouter, vous allez voir dans les investissements, tout à l'heure, on va financer un véhicule au mois de mai 2021. Et donc, on pourrait déjà dire qu'on va avoir du carburant, véhicule non utilitaire, à partir du mois de mai 2021. Et là, on aura une non-déductibilité TVA, une DNA, et on aura du carburant pour 200 € par mois. Et je crée l'élément aussi. Vous allez pouvoir donc créer vos éléments un par un comme cela. Maintenant, souvenez-vous, ceux qui utilisent Annasset, on vous propose une liste. Quand vous rajoutez un service et biens divers, on vous propose une liste préparamétrée. Cette liste, vous l'avez toujours ici, en haut à droite, sur le bouton orange, rajouter une liste de frais. Où là, vous choisissez la langue, français ou néerlandais, et là, le logiciel va vous rajouter la liste, une liste d'une cinquantaine de lignes, avec, donc vous avez comme ça un pense-bête avec tous les services et biens divers, ceux qu'on retrouve le plus pour une constitution. Quel que soit le secteur d'activité, avec un pré-paramétrage sur les taux de TVA, la non-déductibilité TVA et les DNA. Donc ça vous permet déjà de se dire, voilà, j'ai une liste de 50 services et biens divers, avec quelques 64, quelques 65 aussi. Il me suffit de choisir ceux qui m'intéressent, mettre seulement le montant, et le reste est déjà pré-paramétré. Ça va ? Même chose pour mes rémunérations, où là je vais travailler tout ce qui est 62, on va vite engager quelqu'un, frais de personnel, pas de TVA, et dès le départ, on engage quelqu'un pour 2 500 € par mois. Je crée mon employé, on verra l'impact tout à l'heure sur la rentabilité évidemment. Une fois que j'ai travaillé mes données d'exploitation, vous voyez qu'on a encore deux écrans, et ça c'est une nouveauté par rapport à Annasset. On a l'écran délai de paiement et on a l'écran indexation générale. Délai de paiement, on va retrouver toutes les lignes qu'on a créées
Et on voit que par défaut, tout est payé 100% à 0 mois, c'est-à-dire 100% au comptant, que ce soit les entrées ou les sorties. Donc ça, c'est la nouveauté. Une chose qui pouvait être un peu ennuyeuse dans un asset, c'était le fait qu'il fallait gérer les délais de paiement ligne comptable par ligne comptable. Ici, on a voulu les regrouper sur une seule page pour plus de clarté et pour que ça puisse aller plus vite. Vous pouvez évidemment travailler vos délais de paiement ligne par ligne s'il le faut, mais imaginons que je veux cocher plusieurs éléments. Par exemple, je veux cocher tous mes services et biens divers et les traiter en une fois pour dire que tous mes services et biens divers, je vais les payer à 30 jours. Ben, quand j'ai 36 lignes, je vais le faire en 2-3 clics plutôt que de devoir le faire sur les 36 lignes différentes. Pour le moment, on va tout laisser comme ça au comptant. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on travaillera la trésorerie avec plus de précision et on viendra chipoter avec les délais de paiement. Je vais avoir la même chose avec mes indexations générales. Je retrouve tous les éléments que j'ai créés. Et donc là, je prends par exemple tous mes services et biens divers. Tout à l'heure, je les ai créés sans les personnaliser. Traiter plusieurs frais. Et là, je pourrais dire que tous mes services et biens divers doivent évoluer de 3% à l'exercice 2 à l'exercice 3. Et donc voilà, en 2 clics, l'ensemble de mes services et biens divers, que j'en ai eu 3 ou 45, évolue de 3% chaque année. Alors, ça c'était pour les données d'exploitation. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les données bilantaires? Si je vais dans mes investissements, on va donc rajouter toujours la même logique en haut à droite un nouvel investissement. Je vais pouvoir choisir la famille. On va commencer par des frais d'établissement. Toujours, tout ce qui est code et intitulé peut être modifiable. Je vais avoir des frais d'établissement pour 1245 €. Soit je mets une date, soit je coche le fameux bilan de départ, on en parlait tout à l'heure, et je vais amortir en one shot en une année mes frais d'établissement. Et ils apparaissent ici du coup dans la colonne départ. On va investir dans une machine pour 15 000 € au bilan de départ également, et on va amortir la machine en 5 ans. Et vous voyez que je peux soit préciser la durée d'amortissement, soit préciser les dotations annuelles. Et on en parlait tout à l'heure, on va investir dans un véhicule pour 18 000 €. Ici, je ne vais pas cocher le bilan de départ vu qu'on parlait du mois de mai, le carburant c'était à partir du mois de mai. Je vais avoir du coup de nouveau une non-déductibilité de TVA et une DNA, et on va amortir le véhicule en 6 années. Et j'ai de nouveau mon élément qui apparaît dans ce cadre-ci, l'exercice 1 et pas au bilan de départ. Alors, si je reclique sur mon véhicule, on va voir que j'ai un bouton étalement de paiement qui existait déjà aussi dans un asset, où je vais pouvoir lui dire que je ne vais peut-être pas payer par défaut TVA comprise l'entièreté du montant au moment de l'acquisition, mais que je vais peut-être payer en plusieurs tranches, et je vais pouvoir préciser les tranches et les dates de paiement. Comme ça, l'argent sortira de la trésorerie correctement, même si le véhicule arrive au mois de mai et que je l'amortis pro rata temporis à partir du mois de mai, l'argent va sortir de trésorerie en fonction de l'étalement de paiement auprès du fournisseur du véhicule. En bas à droite de l'écran principal, vous voyez qu'on a un petit bouton orange, tableau d'amortissement, qui vous fera apparaître le tableau d'amortissement synthétique avec tous vos immobilisés, où on voit les amortissements et les valeurs résiduelles, exercice par exercice, et dans chaque titre, on a un petit rappel de la date d'acquisition et de la valeur d'acquisition. Ça va ? Alors, une fois que j'ai fait mes investissements, il va falloir financer tout ça. Et là, je vais directement aller sur l'écran financement et apport, car ça c'est une nouveauté aussi. Dans un asset, on avait juste l'écran créance et dette. Ici, on a voulu splitter les éléments de cet écran-là en deux familles. La famille créance et dette qu'on verra juste après, et la famille financement et apport. Si je vais sur financement et apport, on va retrouver dans l'histogramme des colonnes grises qui représentent les investissements qu'on vient de faire, avec l'idée qu'il faut évidemment financer ces investissements. Je vais en haut à droite, cliquer sur nouveau financement, nouvel apport, et là, il va m'inviter à rajouter mes capitaux, mes apports disponibles ou indisponibles, mes 17, mes 42 et mes 43. Voilà ce qu'on va retrouver dans les financements et apports. Si je rajoute par exemple un apport disponible, et j'ai mon client qui apporte de sa poche 8 000 €, que je vais mettre au bilan de départ. Je crée l'élément et mon apport va venir contrebalancer l'investissement. Imaginons qu'on fait un crédit pour la machine. Je vais donc rajouter un 17, un 173. On va emprunter 15 000 € que je mets aussi au bilan de départ, et je vais pouvoir de nouveau paramétrer tout ce qui est bancaire. Est-ce que c'est un remboursement constant ou un remboursement variable? À quelle date je commence à rembourser?
un petit taux d'intérêt du 1,4, on rembourse en 5 ans à une fréquence mensuelle et il calcule la mensualité lui-même. Je crée l'élément et j'ai mon 17 qui apparaît. Alors souvenez-vous, le fait de créer un 17, je ne me soucie pas du 42 ou du 43 et je ne me soucie pas du 65. On le verra tout à l'heure dans le compte de résultat et dans le bilan, mais il va traiter évidemment le long terme et le court terme exercice par exercice et il va générer les charges financières lui-même dans le compte de résultat exercice par exercice. La grosse nouveauté qu'il n'y avait pas dans un asset pour ceux qui utilisaient un asset, c'est si je reviens sur mon 173, je vais pouvoir faire apparaître ici le tableau de remboursement. Si je clique sur remboursement, on va voir l'ensemble de mon tableau de remboursement qui apparaît mois par mois, avec les prélèvements auprès de la banque, le remboursement, le capital restant dû, le remboursement en capital, le remboursement des intérêts, le remboursement total. On va pouvoir personnaliser les choses. Si je personnalise les prélèvements, il va m'inviter à lui dire quand l'argent arrive. Par défaut, l'argent arrive directement, mais imaginons que l'argent arrive au compte-gouttes sur preuve facture pour une rénovation de bâtiment. Mais je vais pouvoir lui dire quel mois arrive quel montant, et il est assez intelligent dans le sens où il ne remboursera les intérêts que sur ce qui a été libéré, et il attendra que tout soit libéré pour commencer à rembourser le capital. D'accord ? Les grosses nouveautés, elles sont ici. Personnaliser le remboursement en capital ou personnaliser les intérêts. Donc si je demande pour personnaliser le remboursement en capital, par exemple les dossiers Covid où on demande aux banques pour faire des pauses dans le remboursement en capital pour garder la tête hors de l'eau, regardez monsieur le banquier, j'ai mon crédit, qu'est-ce qui se passerait si vous acceptez pendant 6 mois que je ne rembourse plus mon capital, et puis soit le 7e mois vous me demandez de rembourser un gros one shot, soit vous acceptez qu'on rajoute 6 mois à la fin de mon crédit et qu'on rallonge dans le temps mon crédit de 6 mois par exemple. Et donc vous allez pouvoir faire de façon très facile des simulations bancaires pour montrer si jamais je change mon remboursement en capital ou mon remboursement d'intérêt, comment ça se passe. Le fait de pouvoir personnaliser les intérêts va vous permettre aussi, c'était une chose qu'on nous demandait des fois dans un asset et qui n'était pas possible, quand on a des franchises en intérêt, c'est plus particulier, mais d'adapter les choses et de montrer que les premiers mois ou le premier mois, on ne doit pas rembourser des intérêts pour une raison X ou Y. Ça va ? Donc ça, c'était pour les financements et apports. Je le fais exprès, je ne finance pas le véhicule au mois de mai. On va pour le moment financer ça en fonds propres. On verra l'impact tout à l'heure. Je vais sur l'écran créances et dettes, où là, on va retrouver évidemment les autres codes. On va plus parler des 40, 44, 45, 46, 47, 48 par exemple. D'accord ? On va rajouter par exemple un 48, une dette diverse. On va parler évidemment du compte courant gérant, où là, on va dire que notre client en compte courant apporte 5 000 € au bilan de départ avec un petit taux d'intérêt de 1%. Deux grosses nouveautés qui vont faire plaisir. La première, c'est le fait qu'on va pouvoir imputer la créance ou la dette à n'importe quelle ligne de trésorerie. Pour le moment, si j'ouvre ma trésorerie, tout ce qui est créance et dette va apparaître sur la ligne autre créance et dette, tout simplement. Et c'était la même chose dans un asset. Maintenant, mon compte courant gérant, je serais peut-être intéressé de le voir apparaître en trésorerie, non pas sur la ligne haute créance et dette, mais sur la ligne dividendes et prélèvements, pour que tout ce qui est flux financier avec le gérant apparaisse sur la même ligne. Et donc, je vais avoir mon compte courant gérant en 48 qui apparaîtra au niveau de la trésorerie sur la ligne dividendes et prélèvements. Donc ça, c'est le premier petit plus. Deuxième petit plus qui va faire du bien, c'est l'écran de remboursement, où de nouveau je vais avoir un tableau de remboursement, mais que je vais pouvoir faire aussi augmenter. Et donc ça, c'est la nouveauté. Souvenez-vous, dans un asset, quand j'avais un compte courant gérant par exemple, donc une dette qui devait augmenter, je devais chaque fois créer une nouvelle ligne comptable. Je ne pouvais pas le faire sur la même ligne. Ici, ce n'est plus le cas. Je vais pouvoir faire fluctuer ma dette ou ma créance sur la même ligne comptable. Donc ici, j'ai mon 48 compte courant gérant avec mon petit taux d'intérêt de 1%. Imaginons qu'en janvier 2022, le gérant veut réinjecter de l'argent via son compte courant à raison de 2 500 €. Voilà, tout simplement, le compte courant augmente de 2 500 € et mes intérêts aussi. On peut imaginer qu'à partir de janvier 2023, la trésorerie de l'entreprise sera assez bonne et donc on pourrait imaginer rembourser le compte courant gérant. On pourrait imaginer à raison de 2 000 € tous les 2 mois, rembourser le compte courant gérant. Hop, il manque 1 500 €.
tac, voilà. Et donc, je vois le compte courant fluctuer en fonction de ce que je lui donne. Et ici, j'ai fait une dette, mais évidemment, la même chose pour les créances. OK. Alors, vous allez retrouver également ici l'écran d'opérations diverses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc souvenez-vous, l'écran d'opérations diverses pour faire tout ce qui est mouvement entre compte de résultat et bilan sans toucher à la trésorerie. Donc si je fais semblant d'en rajouter une, on va retrouver un poste de référence et un poste à balancer. On va retrouver toutes les familles du compte de résultat, du passif et de l'actif. Donc voilà l'exemple ici où je pourrais mettre par exemple 15 000 €. J'ai par exemple une charge, un approvisionnement qui est décaissé de trésorerie l'exercice 1, mais qui ne doit pas être déduit fiscalement, qui doit d'abord être mis en stock. Et je vais à l'exercice 1 faire balancer du compte de résultat approvisionnement vers l'actif stock 15 000 € pour mettre cette sortie d'argent en stock pour des travaux, par exemple. On prend l'exemple d'un bâtiment. Imaginons qu'on vend le bâtiment l'exercice 3, on fera une deuxième opération diverse l'exercice 3 dans l'autre sens, du stock vers le compte de résultat pour venir déduire fiscalement les travaux qui étaient sortis de trésorerie l'exercice 1, vu qu'on vend le bâtiment par exemple l'exercice 3. Donc voilà, des petits mouvements entre compte de résultat et bilan sans toucher à la trésorerie. Petite parenthèse, donc des opérations diverses, mais je ne rentre pas dans le détail. On a fait notre petit plan financier. Le dernier écran ici de mes encodages, c'est le fameux bilan de départ, souvenez-vous. À l'actif, tout ce dont j'ai besoin pour me lancer et au passif, comment je vais le financer. Donc, c'est tous les éléments bilantaires pour lesquels j'ai coché bilan de départ. J'ai encore un petit déséquilibre de 2294 €. Je vais mettre ça ici en disponible, 2294 € et le déséquilibre disparaît. J'ai l'équilibre pour passer devant notaire dans ce cadre-ci. Donc on a fait un petit plan financier, on va un peu regarder ce que ça donne. Si j'ouvre par exemple mon compte de résultat, on va avoir un petit histogramme avec les ventes, le coût des ventes, le résultat, bénéfice ou perte et le cash flow. Et puis je retrouve un compte de résultat synthétique. Synthétique pourquoi? Parce que je peux cliquer sur les différents petits yeux pour voir le détail, évidemment, service est bien divers et je retrouve le détail code comptable par code comptable. Et on voit ici qu'on n'est simplement pas rentable. Donc on sait qu'on va devoir faire d'autres scénarios, augmenter les ventes, diminuer les charges, mais il faut trouver une solution pour dégager de la rentabilité. Et donc là, je vais avoir l'opportunité, évidemment, de revenir sur le dossier client, Super Entrepreneur, je clique dessus, et là, je retrouve tous les plans financiers que j'ai fait pour lui. On a le plan financier qu'on vient de faire ensemble, ABC. Je peux évidemment supprimer les plans financiers, mais je vais pouvoir aussi les dupliquer. Je clique sur dupliquer. Voulez-vous dupliquer ce dossier pour ce client? Je lui dis oui. Et là, ça va me permettre de dupliquer, de copier-coller. Donc, c'est comme dans un asset quand on faisait enregistrer sous. Et ici, on va pouvoir le dupliquer pour pouvoir faire plusieurs scénarios différents sans écraser le dossier de base et montrer au client plusieurs fichiers en parallèle et lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si vous engagez un PFI? Qu'est-ce qui se passe si vous engagez un temps plein sans PFI? Qu'est-ce qui se passe si vous faites un leasing? Qu'est-ce qui se passe si vous achetez le véhicule directement en fonds propres? Et voilà, on pourrait partir dans tous les sens. Alors ici, je ne vais pas le dupliquer pour aller plus vite. On va revenir sur notre dossier, pardon. On disait qu'on devait dégager de la rentabilité. On va être un peu méchant. Je vais sur les rémunérations. Qu'est-ce qui se passe? On va faire le scénario si on n'engage personne. Je supprime mon 62. Hop. Un peu facile, vous allez me dire. J'actualise mon compte de résultat. Je connais évidemment un peu mes chiffres. Et là, magie, si j'engage personne, je suis rentable. D'accord? On a dégagé un peu de rentabilité. Par contre, la trésorerie, si je veux avoir ma trésorerie, ici, c'est pas top la première année. Il n'y a pas photo, c'est quand on achète le véhicule. Donc là, on va un peu travailler les paramètres de trésorerie. Et on retrouve ici mois par mois la trésorerie. Si je retourne sur mes encodages, on va retourner sur les fameux délais de paiement, où là, je vais pouvoir lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si mon fournisseur de marchandises, je peux lui payer 20% d'acompte au comptant et puis le reste à 30 jours, à un mois. Et l'ensemble de mes services et biens divers, je les sélectionne, traiter plusieurs frais, je peux les payer à 30 jours l'entièreté. Et là, j'enregistre mes délais de paiement qui vont être positifs évidemment pour ma trésorerie. On va voir la trésorerie qui va évoluer en fonction. Voilà, on voit que ça va déjà un peu mieux. Là, on peut travailler dans l'autre sens évidemment. Qu'est-ce qui se passe si l'ensemble de mes clients me payent un acompte au comptant de 20%, me paye 50% à 30 jours
et me paye les 30% restants à 60 jours, par exemple. Là, évidemment, ça va avoir un impact beaucoup plus néfaste sur la trésorerie. On va voir la trésorerie qui va replonger. Donc, vous allez pouvoir, et je le fais exprès évidemment de jongler avec les deux écrans, vous amuser entre guillemets sur les différents paramétrages d'encodage et dans un autre écran, voir chaque fois l'impact en direct, que ce soit sur la trésorerie, les bilans ou le compte de résultat. Le client n'en démordait pas, il voulait absolument acheter son véhicule en fonds propres. On va lui dire non monsieur, il vaut mieux peut-être faire par exemple un petit leasing. On retourne sur les encodages, financement et apport. On a toujours notre véhicule ici au mois de mai. Nouveau financement, on va rajouter un 172 du coup, pour, j'avais dit 18 000 € au mois de mai. On va pouvoir travailler la TVA et la non-déductibilité TVA du leasing et on va faire un leasing à du 3% qu'on remboursera en 6 ans, 72 mois. Je crée l'élément, j'ai mon leasing qui vient contrebalancer l'arrivée du véhicule et là on va voir la trésorerie avec un leasing qui va évidemment beaucoup mieux que si j'achète le véhicule en fonds propres. Par contre, évidemment, si je vais sur mon compte de résultat, j'ai un peu diminué mon bénéfice, vu que ma base imposable a diminué, vu que si j'ouvre le petit œil des charges financières, j'ai le 65 du 172 qui vient diminuer ma base imposable. Donc vous avez, voilà, je le fais exprès, vous allez vraiment pouvoir partir dans tous les sens sur vos différents scénarios et à chaque fois, je m'amuse dans les encodages et je n'ai pas peur de ce qu'il va générer dans les résultats. Il le fait lui-même. D'accord ? On a encore évidemment ici les différents écrans de fiscalité où là vous allez retrouver tout ce qui est paramètres fiscaux. Donc pour ceux qui utilisaient un asset, c'est un peu tout ce qu'on retrouvait dans l'onglet accueil, qui était un peu caché là dans l'onglet accueil. Ici on a un peu renommé les choses, que ce soit un peu plus intuitif. Donc dans fiscalité, tout ce qui est paramètres fiscaux, donc les taux d'imposition. Par défaut, on va avoir un taux de 20% jusqu'à 100 000 €, mais vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 seuils avec des taux d'imposition différents s'il le faut et ne mettre qu'un taux d'imposition s'il n'y a pas de taux réduit. Par défaut, il fait les versements anticipés d'impôts de 25% de façon trimestrielle. Maintenant, si vous lui dites qu'il ne doit pas les faire, il vous invitera à préciser éventuellement un taux de majoration et à préciser quel mois de l'exercice N+1 vous allez payer l'impôt. Dans calcul de l'impôt, vous allez retrouver la possibilité de mettre des DNA manuellement, de mettre des déductions et des exonérations manuellement et de rajouter des pertes antérieures s'il faut prendre des pertes antérieures dans le calcul de la base imposable, pour avoir une base imposable encore plus précise, exercice par exercice. Affectation du résultat, là on va un peu plus loin que dans un asset. Vous allez pouvoir travailler des distributions de dividendes et préciser les dates de distribution. Vous allez pouvoir préciser, et ça c'est une petite nouveauté, une réserve de liquidation à créer. Il va calculer lui-même la cotisation de réserve de liquidation. Il vous suffit de préciser à quelle date vous allez payer cette cotisation. Vous pouvez préciser si vous allez mettre des choses en réserve indisponible et en réserve disponible. Et tout ça de nouveau exercice par exercice et il adaptera évidemment vos bilans en fonction de vos choix. Ça va? Une fois que je suis content avec tout ça, on va pouvoir retourner sur les paramètres généraux du dossier où là, je vais pouvoir écrire des commentaires généraux. Donc, je vous ai montré que dans chaque écran, on avait une petite bulle en haut à droite pour écrire des textes sur les différents écrans et ces textes pourront être choisis dans les impressions ou pas. Ici, on va plutôt travailler le titre général du rapport, par exemple plan financier constitution entreprise 1, et on va pouvoir rajouter des zones de texte au pluriel pour les introductions et des zones de texte au pluriel pour les conclusions. Si je rajoute par exemple une zone d'introduction, je peux écrire du texte manuellement, mais on va pouvoir aussi préenregistrer des commentaires, ce qu'on appelle des commentaires types. Par exemple, moi j'ai préenregistré une page d'avant-propos, c'est déjà la page d'avant-propos que je proposais pour un asset pour les constitutions, avec le texte de loi, avec la déclaration de mon client, comme quoi c'est lui le chef et que c'est lui qui m'a fourni toutes les données, et les 7 points du notaire pour accompagner le notaire dans la lecture du dossier, par exemple. Là, je vais lui mettre un titre, présentation, et j'ai ma zone de présentation qui apparaît, je ne dois pas à chaque fois tout retaper ou à chaque fois refaire un copier-coller d'un Word ou d'un autre document, je peux préenregistrer les choses. Une fois que j'ai généré tout ça, je vais sur mon rapport. Là, il va un peu charger parce qu'il va proposer une prévisualisation sur la droite de l'écran. Voilà. Je vais pouvoir rajouter un logo. On va aller vite, on va vite rajouter le logo IDsoft. Contenu IDsoft, non pas dans le document, dans le bureau. Tac, voilà.
Par défaut, il met du bleu. Maintenant, si vous voulez mettre la couleur primaire de la fiduciaire ou la couleur primaire du client, bah, vous pouvez même aller dans le détail du RAL de la couleur. Moi, je vais mettre du bordeaux. Et voilà, par défaut, il imprime tout. Mais évidemment, je peux lui dire, bah, je ne veux pas imprimer le double test de liquidité vu qu'on n'en a pas fait. Je veux imprimer mes bilans au-dessus de mon compte de résultat. Dans le compte de résultat, je ne veux pas les commentaires. Je ne veux pas mon tableau de remboursement. Je ne veux pas le détail de mes approvisionnements. Je veux le détail de mes investissements avant le détail de mes rémunérations. Voilà, vous allez pouvoir à chaque fois lui dire ce qu'on appelait dans un asset les modèles d'impression. Vous allez pouvoir créer vos modèles d'impression, changer l'ordre des choses et dire ce que vous voulez mettre ou pas dans votre rapport. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez appliquer la configuration. Et il vous adapte ici la prévisualisation de votre rapport, une page de garde, une table de matière, le texte d'avant-propos que je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir d'abord donc l'étude de la trésorerie, le graphique et puis la trésorerie mois par mois et exercice par exercice, exercice 1, exercice 2, exercice 3. Je vais demander mes bilans, suivi de mon compte de résultat. Et puis le tableau d'amortissement, et puis on va avoir le détail, code comptable par code comptable, d'abord les revenus, les frais généraux, puis je vais demander les investissements. Donc, voilà, vous avez un peu une idée du rendu qu'on peut avoir à l'écran. Alors, pour les impressions, toujours la possibilité de faire du PDF, du Word, de l'Excel, du PowerPoint, enfin toujours. Il y a même un peu une nouveauté dans le sens où on va fonctionner en 2 temps. C'est l'avantage d'être sur du on-web maintenant. Fini les problèmes avec Word, fini les temps d'attente. Je télécharge mon rapport une fois que je l'ai customisé. Donc je télécharge ici abc.pdf. Il le télécharge dans un premier temps en version PDF avec déjà les sauts de page et compagnie qui sont faits. Et puis on va pouvoir utiliser le petit plugin. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez l'écrire. I love PDF. C'est un petit plugin qu'on a mis à AnnaWeb, ilovepdf.com, où là, il vous permet en 3 clics de soit carrément changer, travailler vos PDF, mais vous pouvez aussi changer vos PDF en Word, en PowerPoint et en Excel. C'est assez bluffant. Je prends par exemple PDF en Word. Je vais sélectionner le rapport Anna qu'on vient de générer, qui est dans mes téléchargements. Tac. Convertir en Word. Ça prend 3 secondes et demie. Je télécharge mon Word. Voilà, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Et j'ai mon rapport en format Word avec déjà les sauts de page et compagnie, la table des matières qui est du coup interactive, qu'on peut mettre à jour via Word. Donc voilà, j'ai mon rapport qui sort en Word. Je peux faire la même chose en PowerPoint et en Excel. Et c'est assez pratique vu qu'on a déjà la structuration PDF au niveau des sauts de page et compagnie. C'est beaucoup plus propre que ce qu'on proposait avec Annasset du coup. Et les tableaux chiffrés sont toujours ce ne sont pas des images. Donc je peux toujours travailler les chiffres en termes de les mettre en rouge, en gras, si je veux faire quelque chose d'un peu plus propre. Ça va ? Donc voilà pour une constitution d'entreprise. Je vous demande encore 5 minutes, comme ça fera une présentation de 45 minutes pour vous montrer une petite importation. Et puis alors, on pourra un peu discuter si vous avez des questions. Alors, comme vous le savez, on a un logiciel complémentaire à la compta générale, donc on va toujours fonctionner en 2 temps. Premièrement, on va ouvrir le logiciel comptable, on va exporter la balance qui nous intéresse et puis on va l'importer dans Anna. Donc si on prend notre foire aux questions, donc ici on est sur notre foire aux questions, on va aller sur le chapitre importation. Vous allez voir qu'on a répertorié pas mal de logiciels comptables utilisés en Belgique. Et donc voilà, si je prends par exemple les plus utilisés, si je prends Winbooks, je zoome un peu, voilà, dans le dossier client, on va aller sur la petite imprimante, on va avoir la fenêtre qui s'ouvre, on va aller sur TVA Admin, export autre programme, transfert vers Anna, on choisit la période et on exporte. Et ça va générer le fichier qu'on va mettre dans Anna. Si je vais pour Bob, comme ça je montre certains, on va dans utilitaire, échange de données, exportation de la balance comptable, on arrive sur cet écran-ci, format first, on donne un nom au fichier, on choisit la période et on exporte. Et
Comme vous voyez, on a les print screens des différents logiciels comptables. On a la même chose pour Rus, pour Exact, pour Yuki, Octopus, Vero, Alpha. Enfin voilà, on en a toute une flopée. Et vous, Experem, Ciel, Popsy, voilà. Vous allez chaque fois retrouver les print screens de comment aller chercher le fichier dans votre compta général. Et le fichier, si je vous en montre un qui vient de Winbooks, mais c'est le même combat pour tous les logiciels comptables, c'est le format First, le fameux format CSV ou TXT, ici ouvert sur mon deuxième écran. Voilà. Ça, c'est une balance qui vient de la compta, code intitulé débit-crédit. Ou des fois, il y a certains logiciels où c'est simplement une colonne solde, on n'a pas une colonne débit-crédit, ce n'est pas du tout grave. Et donc, c'est ce fichier-là qu'on va importer dans Anna. Donc, imaginons ici une balance au 31 décembre 2020. On va importer ça dans Anna et on va voir les nouveautés qui sont pas mal du tout. Nouveau plan financier. On va donc ici créer un fichier qu'on va appeler test import. C'est toujours une société, cette fois-ci qui est existante, assujettie à la TVA. Et vu que c'est une balance au 31 décembre 2020, on va commencer en janvier 2021, nouveau pour que ce soit plus simple. Durée du premier exercice 12 mois et on étudie 3 ans. Je sauvegarde. Alors, dans la barre des menus, on a ici le petit icône, le petit picto, importer les données. On va aller chercher le fichier qu'on vient de regarder ensemble. Il est sur mon bureau, test import, tac, là. Il vous propose un aperçu de ce qu'il y a dans la balance et là on va un peu l'aider parce qu'en fonction du logiciel comptable, les choses peuvent être un peu différentes. Donc dans le sens où par exemple voilà, de Winbooks, le séparateur de décimales c'est pas un point, c'est une virgule. Il y a bien 12 mois à prendre dans le fichier. La première ligne est un titre, non, c'est tout de suite le capital souscrit dans ce cas-ci. Il va trouver code, non, colonne 1, les intitulés colonne 2, débit, crédit. Et comme je vous le disais, quand le logiciel nous propose une colonne solde, on lui dit tout de suite qu'il trouve le solde dans la colonne 3 par exemple. On va le laisser importer quelques secondes et on va voir ce que ça engendre. Voilà, l'importation est terminée, donc vous voyez que ça va assez rapidement. On va regarder les données d'abord d'exploitation. Les données d'exploitation, si on regarde par exemple la classe 7, on voit qu'il a importé l'ensemble de la classe 7. Si j'ouvre par exemple le 709 prestations de service, qu'est-ce qu'il a fait évidemment? Il a pris les chiffres 2020 qu'il a copiés dans ce cadre-ci sur 2021, 2022, 2023 pour me donner une base de travail. On a importé une balance annuelle, donc évidemment, il a tout lissé en mensuel. Il ne faut pas retrouver la saisonnalité des choses dans une balance annuelle. Donc là, je pourrais lui dire tout simplement, en fonction de l'objectif du dossier, évidemment, que 2021 par rapport à 2020, ce sera plus 3%, et puis plus 4%, et puis plus 6% d'année en année, par exemple, et il adapte directement les chiffres en fonction de ce que je lui demande. Je pourrais très bien lui dire ici que je veux personnaliser par exemple la période de lancement si je veux recréer de la saisonnalité sur les différents éléments mois par mois si jamais je ne dois pas avoir quelque chose de lisse par exemple. Ok. La même chose pour mes frais, si j'ouvre par exemple mes frais généraux, on va voir qu'il a importé tous les codes comptables et il a tout copié-collé sur les années à venir pour me donner une base de travail. Donc c'est assez intéressant. Je travaille ici sur le dossier d'un client existant, mais on pourrait très bien se dire, je veux créer un plan financier pour une constitution de société dans un secteur d'activité, je pourrais aller chercher la balance d'un client existant qui est dans le même secteur d'activité pour l'importer dans Anna, pour déjà avoir une base de travail évidemment pour le nouveau client. Où on a une grosse nouveauté par rapport à Anna 7, c'est sur les données bilantaires. Souvenez-vous, quand on importe une balance dans Anna 7, les données bilantaires, il ne prend que les codes et les intitulés, il ne prend pas les valeurs. Mais ici, regardez, j'ouvre mon bilan de départ, et là, magie, il m'a déjà importé ma balance au 31 du 12 2020. Donc ça, c'est génial, c'est que j'ai déjà la case départ, j'ai la bonne case départ du client pour travailler la suite de ses prévisions, que ce soit pour faire un dossier bancaire, un plan de redressement ou autre chose. Il y a quand même un petit travail à faire évidemment pour la trésorerie. Regardez par exemple, je prends les créances et dettes. Il m'a pris tous mes codes. Mais si je regarde par exemple le 44 fournisseurs, mes 9 311 € de dettes fournisseurs au 31 décembre, il court d'année en année et d'exercice en exercice parce qu'évidemment dans la balance, il ne sait pas comment on va rembourser cette dette ou bien comment les créances vont arriver. Donc là, si je veux être correct avec la trésorerie, j'ouvre mon fournisseur, je vais sur le tableau de remboursement et là, je dois lui dire ma dette au 31 décembre 2020, je vais peut-être tout payer en janvier.
Ou si j'ai du temps pour payer, je vais peut-être payer une partie en janvier et une partie en février. Et évidemment, j'adapte le remboursement des dettes ou l'arrivée des créances pour adapter au mieux ma trésorerie. Là, il n'y a pas de magie, évidemment. Ça va. Donc, vous allez avoir une super base de travail, évidemment, pour travailler des dossiers existants. Et je vais conclure par un dernier écran qui est une grande nouveauté qui va faire plaisir à certains, je l'espère. Quand j'ai importé la balance de mon client, je vais sur Fiscalité. Et là, pour les dossiers existants, on a un nouvel écran qui s'appelle Double test de liquidité. Je clique sur mon double test de liquidité. Là, le logiciel va me demander le montant que je compte distribuer et à quelle date je compte le distribuer. Je vais par exemple distribuer 35 000 € en juin 2021, pourquoi pas. Il va me demander quoi? Il va me demander de lui répondre à la question « Ce montant est déjà prévu dans le bilan de départ ». Ça veut dire quoi ça? En fait, si je coche la phrase « Ce montant est déjà prévu dans le bilan de départ », ça veut dire que l'Assemblée générale a eu lieu avant le 31 décembre et que donc dans mon bilan de départ, j'ai déjà un 471 dividende de l'exercice précédent à distribuer. Et donc, vu qu'il y a déjà un 471, en juin 2021, dans les bilans, la ligne qu'il va réduire de 35 000 €, c'est la ligne dette, vu qu'il y a déjà un 471. Tandis que si je ne coche pas la ligne ce montant est déjà prévu dans le bilan de départ, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de 471 parce que l'Assemblée générale n'a peut-être pas encore eu lieu. Et du coup, en juin 2021, la ligne qui va être réduite de 35 000 € au bilan, c'est la ligne résultat reporté. Voilà tout simplement pourquoi il faut répondre à cette petite question-là. Ça va. Une fois que c'est fait, il va générer lui-même le test d'actif net. Il va vous préciser du coup le montant maximum distribuable en fonction du test d'actif net. Et si le montant que vous comptez distribuer est inférieur ou égal, il va vous mettre un petit pouce vert vers le haut. Et si ce n'est pas le cas, il va vous mettre un petit pouce vert vers le bas. Petit pouce rouge vers le bas, pardon. Une fois qu'il a fait le test d'actif net, il vous propose le test de liquidité où là, si dans les 12 mois qui suivent la distribution, la trésorerie n'est pas bonne, est en dessous de 0, vous allez avoir un petit pouce rouge vers le bas. Le gros avantage, c'est qu'on est plus sur un test de liquidité qui se base sur un current ratio ou un quick ratio, qui sont des ratios qui sont pas mal, mais qui sont sur un moment figé, vu qu'ils sont calculés sur un bilan. Ici, évidemment, vu qu'on est sur du prévisionnel, votre test de liquidité va avoir beaucoup plus de pertinence vu que ça va être basé sur votre plan financier. Si par exemple, je dis n'importe quoi, dans les encodages, votre client vous dit qu'il lance une nouvelle chaîne de production et qu'à partir du mois d'avril, il a des nouvelles rentrées, je dis qu'à partir d'avril 2021, je vais avoir un nouveau chiffre d'affaires D, à raison, je dis n'importe quoi, de 17 000, on va être gentil, 17 000 € par mois. Évidemment, ici, je mets une grosse rentrée financière en plus. Si je retourne sur mon double test de liquidité, je ne sais pas si ça va être suffisant. Si, voilà, évidemment, le test de liquidité est adapté, est généré en fonction de vos prévisions sur la suite des événements. Et donc ici, ça va être pour vous évidemment un peu plus ludique entre guillemets, et intuitif de faire le double test de liquidité, mais c'est surtout pour le rapport final. Ça va être génial pour vos clients à vous de donner un rapport avec 2 pouces verts et les petites phrases qui expliquent le pourquoi il peut distribuer le dividende souhaité. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir que 9 clients sur 10 vont préférer un petit graphique et 2 pouces verts ou un pouce rouge malheureusement que des ratios auxquels ils ne comprennent pas toujours la moitié du quart. Mais donc voilà, un peu la nouveauté de ce petit écran double test de liquidité. Donc voilà, ici j'ai un peu dépassé en 50 minutes comment vous présenter donc cette nouvelle interface, donc Anna Web, la suite logique de Anna 7, donc pour nos clients existants, certains ont déjà activé leur licence, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour pouvoir l'activer. Pour ceux qui ne travaillent pas encore avec nous, évidemment, n'hésitez pas à me contacter ou je reviendrai de toute façon vers vous pour au cas par cas savoir ce que vous avez pensé de la présentation et pour un peu parler évidemment de la suite éventuellement de nos plans tarifaires et compagnie. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire dans les grandes lignes. Je réfléchis. Une chose évidemment pour ceux qui utilisent évidemment la version .exe, le gros plus évidemment c'est tout ce qui est aussi plus de soucis avec les serveurs, les terminals serveurs, les clouds et compagnie. Tout est sur la plateforme Anna Web. Tous les enregistrements restent sur la plateforme Anna Web. Certains se disent tiens c'est bizarre il n'a pas enregistré. En fait tout s'enregistre en temps réel jusqu'au dernier clic. Sans faire exprès je clique sur la petite croix en haut à droite. Sans faire exprès je perds ma connexion internet, mon ordinateur redémarre. Jusqu'à mon dernier clic, tout a été enregistré. Donc ça, c'est un confort incroyable de se dire je ne vais pas perdre mes fichiers HDX, patati patata. Voilà.
Donc beaucoup plus de confort aussi par rapport à l'impression. Je génère mon PDF et puis avec le petit plugin I Love PDF, je peux, si je le souhaite, le transformer en Word, en PowerPoint, en Excel. J'ai plus des soucis comme on peut des fois avoir de plantage avec la connexion vers Microsoft Office et compagnie. C'est beaucoup plus rapide. Je peux dire que l'interface est plus intuitive, plus au goût du jour en 2021. Voilà.